Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des houes. La dernière fois, on a fait une vidéo sur une technique à la houe et je pense qu'il est intéressant de parler aujourd'hui des formes de houes différentes. J'avais fait quelques petites vidéos pour vous présenter un modèle par-ci par-là. Et là, dans l'idée, vous montrer une petite dizaine de houes, ça va nous permettre de comparer leurs formes, de les comprendre et, euh, et surtout de savoir quoi choisir pour son terrain. Parce que toutes les houes ne sont pas adaptées à tous les sols. C'est ça qui m'a finalement motivé à lancer la frontière. C'est parce qu'en fait, quand on va dans une jardinerie aujourd'hui, on n'a pas du tout de houes qui sont adaptées à différents sols. Souvent, on a une houe qui va être standard, avec un angle d'ouverture par rapport aux manches qui est standard, avec un tranchant qui est droit, qui fait une dizaine de centimètres. Et le problème, c'est que cette forme de houe-là, même si elle est un peu passe-partout, eh ben, elle ne va pas être bonne dans certains cas, par exemple si on a beaucoup de cailloux, si on a beaucoup d'argile. Et puis elle va aussi ne pas être assez efficace par rapport à d'autres modèles qui auraient un tranchant plus large dans les sols qui sont plus légers. Alors ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on va parler de houe alors qu'on est en 2026? La houe, c'est un outil qui est un des piliers de l'humanité. C'est-à-dire que c'est un outil qui a été inventé sur tous les continents, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie. C'est vraiment un outil qu'on appelle universel. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet outil-là, finalement, c'est l'outil qui a été le plus utilisé dans toute l'histoire de l'agriculture de l'humanité. Euh, mais quand on parle de l'histoire de l'agriculture, on parle souvent de l'araire, de la charrue, mais on ne parle pas tellement des outils les plus courants. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, on a envie d'apprendre des tas de choses sur ces outils, mais vu qu'ils étaient utilisés de manière tellement, comment dire, c'était tellement évident à l'époque qu'on a très peu de traces. Aujourd'hui, la houe, c'est encore un outil qui est utilisé par plus d'1 milliard de paysannes et de paysans dans le monde. Donc il faut bien se dire que quand on achète du riz, la plupart du temps, ce riz-là, il a été récolté à la faucille et le travail du sol a été fait avec une houe. C'est un outil qui n'est pas adapté à l'agriculture industrielle. Par contre, c'est un outil qui permet une agriculture de subsistance. Quand je dis subsistance, c'est-à-dire que c'est un outil qui va être capable de nourrir notre famille et nos voisins. Et bien sûr, dans certains cas où on a des villages d'agriculteurs dans le monde, c'est aussi des personnes qui vont produire à une plus grande échelle, parce qu'ils vont être plus nombreux. Donc c'est intéressant quand même de se rendre compte que ce n'est pas un outil du passé, c'est un outil qui est encore très utilisé, et parfois justement c'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Dans certains pays du monde, on va être dans des zones qui sont tellement arides que la traction animale va être très difficile, c'est-à-dire que les animaux ne vont pas pouvoir tirer la charrue pendant très longtemps. On a aussi des zones qui vont être escarpées, qui ne peuvent pas être travaillées par des machines ou par la traction animale. Et on a aussi des pays qui doivent se remettre d'une crise, qui doivent se remettre de tempêtes, qui doivent se remettre de guerres. Et dans ces cas-là, la houe, c'est un outil sur lequel on peut compter parce qu'il ne nécessite pas d'avoir un cheptel de bœufs, il ne nécessite pas d'avoir du pétrole pour faire tourner des motoculteurs ou des tracteurs. C'est juste un outil qui nécessite un manche qu'on peut prendre autour de soi, dans la forêt, et qui nous permet de commencer à travailler le sol. Alors bien sûr, on ne va pas changer notre système agricole pour arriver tous à la houe. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce que, au niveau familial, au niveau du village, on peut se mettre à travailler à la houe à plusieurs et être autonome alimentairement, c'est-à-dire retrouver une certaine souveraineté. Alors la houe, ce n'est pas le seul outil avec lequel on peut travailler le sol. Nous, en France, on connaît plutôt la bêche. C'est intéressant de faire la différence entre les deux parce qu'en effet, il y a des cultures du monde où on a des cultures de la bêche et des cultures de la houe. Quand on voit les vieux écrits, on a notamment un certain Marcel Lachivet qui écrivait dans un dictionnaire agricole au XIXe siècle que la houe était utilisée surtout dans le sud de la France et que bizarrement, on savait qu'elle était plus efficace que la bêche, mais elle n'était pas utilisée dans le reste de la France. C'est-à-dire qu'il parle d'un ouvrier agricole qui est capable de labourer 500 mètres carrés en une journée avec une houe, tandis qu'une personne à la bêche pourra en faire 200. Et ça, c'est des recherches qui ont été menées à une époque où on se met à s'intéresser au rendement. On se met à s'intéresser
au nombre de mètres carrés qu'on est capable de produire. Donc ça démarre bien avant Louis XIV, mais à partir de Louis XIV, on a déjà des ministres qui vont être chargés de faire ce genre d'études et de comprendre combien d'hectares, combien d'arts plutôt, sont capables les ouvriers alpins de labourer, combien les Alsaciens font, comment est-ce qu'ils font, etc. Donc la houe, en fait, elle est toujours plus rapide que la bêche, et ça s'explique par quelque chose de très simple, c'est que la houe, c'est un outil qui est lancé. Les outils qui sont lancés, contrairement à la bêche qui est un outil qui est posé, ça je vous en ai déjà parlé quelques fois, les outils qui sont lancés, ils ont une énergie cinétique. C'est-à-dire qu'on va avoir un manche et on va avoir l'outil qui va être mis au-dessus de notre tête et qui ensuite va être lancé vers le sol. Quand on va faire ce mouvement-là, on va accélérer la masse de l'outil et quand elle va venir impacter le sol, et bien en fait cette frappe elle va être beaucoup plus forte que simplement notre poids sur une bêche où on va forcer la bêche dans le sol. Donc cette énergie cinétique-là, elle permet plusieurs choses. Elle permet d'avoir une meilleure pénétration dans le sol, mais elle permet aussi, je trouve, ce qui est intéressant par rapport à la bêche, de profiter de la gravité. C'est-à-dire qu'il y a une force qui est autour de nous toute la journée, tout le temps. C'est le fait que les outils qui sont levés au-dessus de nos têtes vont toujours finir par retomber au sol. Donc nous, notre job, c'est seulement d'accélérer l'outil. Et en accélérant cet outil, on va avoir plus de puissance qu'avec une bêche. Alors ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce que la bêche est plus utilisée dans le nord. C'est qu'une hypothèse, mais dans le nord, forcément, on a des sols qui sont plus humides. On a une pluviométrie qui est plus importante. Et la bêche, elle permet de travailler en reculant. C'est-à-dire qu'on ne va pas marcher sur ce qu'on fait. Si on marche sur un sol qui est humide et qu'on vient d'aérer, de labourer, le problème, c'est qu'on va se mettre à le tasser. Donc on peut travailler sans marcher sur ce qu'on fait avec une houe, mais ça implique une technique qui est plus difficile. Et dans ce cas, le rapport d'efficacité entre la bêche et la houe ne sera pas aussi grand. Ce ne sera pas forcément x2. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un double bêchage à la houe. Donc double bêchage, c'est une technique des maraîchers du 19e siècle, des maraîchers parisiens, qui travaillaient le sol sur 2 profondeurs. Et l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire ce double bêchage avec un outil qui est plus efficace que la bêche, et est-ce qu'on peut justement prouver que même si on se calque sur une technique qui est dédiée à la bêche, est-ce qu'on augmente l'efficacité avec une houe? Le résultat, c'est qu'on a réussi à calculer à peu près 25 mètres carrés en double bêchage à la houe par heure. En règle générale, quand on parle d'un double bêchage à la bêche, on parle de 10 mètres carrés en 1 heure. John Gibbons, lui, il parle même de 2 heures pour 10 mètres carrés, voire même 4 heures. Je pense qu'il y a une petite erreur là-dedans. Ce qui est intéressant finalement, c'est de se rendre compte que l'efficacité de la houe, même si on se calque sur une technique à la bêche, elle reste plus élevée. Autre chose qui différencie la houe par rapport aux autres outils aratoires, c'est que la houe est certainement l'outil le plus polyvalent. Avec une houe, on peut s'occuper de travailler sur ce qui est avant une culture, pendant une culture et après. C'est-à-dire qu'une houe, elle est capable de défricher. Quand je parle de défricher, c'est-à-dire qu'on va arriver par exemple sur une jachère, sur une friche, sur une prairie qui commence à être envahie par exemple de jeunes arbres. Et la houe, elle est capable de venir couper ces arbres, à la base. Dans certains pays, ce qui a été fait pendant longtemps, et ce qui est encore le cas par exemple au Brésil, ils vont défricher des prairies en coupant justement les arbrisseaux et en y mettant le feu. C'est des techniques de brûlis. Ça, c'est des méthodes qui ont existé il y a très très longtemps. Ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément de se dire qu'on va faire la même chose, puisqu'il y a des méthodes qui nous permettent maintenant d'enrichir le sol sans avoir à tout cramer. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que la houe, elle est capable de préparer un terrain, de le défricher, de l'aérer, le travailler, et ensuite on est capable aussi de l'utiliser pour entretenir la culture. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sarcler, on va pouvoir biner, on va pouvoir faire des billons, des sillons, on va pouvoir creuser. Donc c'est vraiment un outil qui est capable de tout faire. Dans certains pays, je vois même des personnes qui l'utilisent, par exemple pour couper du bois de chauffage. Donc quand je dis ça, ce n'est pas sur des gros morceaux, hein, c'est sur des branches qui sont récupérées en forêt, des branches mortes, et sur lesquelles la houe va venir casser le bois ou même le couper. Dans certains cas aussi, il y a des houes qui sont utilisées, notamment les houes qui sont très larges, qui sont même utilisées pour défricher des ronciers.
d'autres qui sont utilisés pour faire des sentiers, pour faire des chemins forestiers. Donc c'est vraiment un outil de base de l'autonomie alimentaire, mais aussi de l'autonomie dans le sens de terraformer son environnement en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des chemins, on va pouvoir créer des zones de culture, on va pouvoir niveler des endroits où on va mettre un bâtiment. Voilà, c'est vraiment l'outil le plus polyvalent. Et surtout, on nous pose souvent la question, mais pourquoi il n'y a pas de grelinette sur votre site? Le but de la frontière, c'est pas de proposer plein d'outils différents et de devenir un gros magasin ou une grosse boutique en ligne avec plein d'outils de jardin. Le but, c'est de proposer les bases et de concentrer notre énergie sur comprendre ces outils et comprendre les techniques qui vont avec. Un point qui est important, c'est aussi que la houe, c'est certainement l'un des outils les plus polyvalents. C'est un outil qui répond à énormément de besoins. Au niveau du travail du sol, quand on parle de la polyvalence de la houe, c'est important de faire une grosse différence, comme l'a fait d'ailleurs Xavier Mathias, la différence entre le labour d'une charrue, le labour d'un motoculteur et le bêchage. Selon les techniques qu'on va utiliser avec la houe, on va être capable de reproduire un bêchage, c'est-à-dire qu'on va retourner les mottes, mais on va aussi être capable de faire justement un travail qu'on appelle donc houer, c'est-à-dire qu'on va venir juste casser les mottes, on va venir casser en surface et on ne va pas retourner la terre, on va simplement venir remuer la terre sur la surface. Ça, c'est une technique qui est vraiment mise en avant par Samuel et Garrett Lewis. Eux, ils ont fait un super livre sur le travail à la houe que je vous recommande. Et leur technique, c'est justement une technique qui est vraiment très ancienne, qu'on retrouve beaucoup dans les pays en Afrique, où c'est simplement le fait que l'outil est levé et frappé vers le sol. Et on avance comme ça, on fait des mottes, et ça implique ensuite de passer plusieurs fois par la suite pour casser les mottes, les émietter, jusqu'à ce qu'on puisse installer une culture. Et en fait, il y a des houes qui sont très bien pour ça, d'autres qui le sont moins, d'autres qui vont être capables de faire d'autres choses. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire ce comparatif-là. Alors déjà, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a autant de houes différentes. Souvent, quand on lit des livres de collectionneurs, quand on écoute des brocanteurs, en fait, on a l'impression que c'est un peu le hasard, que c'est par esthétique, que le forgeron, à un moment donné, a voulu faire un truc comme ça. Je suis vraiment pas certain de ça. Je crois vraiment qu'il y a une intelligence paysanne et que des gens, petit à petit, leur ont dit « Est-ce que là, tu pourrais me faire un tranchant qui est concave? Est-ce que tu pourrais me faire une lame bombée ?» Vraiment, je pense qu'il y a une intelligence derrière chacune de ces formes, que ce n'est pas le fruit du hasard. Alors, c'est certain par contre qu'il y a des formes qui sont complètement liées à des détails esthétiques, mais je pense que ce dont on hérite de nos jours, c'est des formes qui sont dénuées d'esthétisme, c'est juste une efficacité dans un terroir précis. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de comprendre toutes ces variations, de comprendre la variante des formes, et de décoder tout ça, de comprendre quels sont les avantages de certaines formes, quels sont les inconvénients, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec certaines formes de houe. Donc la chose la plus simple pour comparer les houes, et ce qui va nous permettre de nous limiter à certains modèles selon notre sol, ça va être de parler de la largeur du tranchant. En fait, on doit choisir notre houe par rapport à notre terroir. Donc typiquement, si on a un sol qui est léger, avec pas trop de cailloux, ce qui est très intéressant, c'est de travailler avec une houe qui va avoir un tranchant large. Donc, par exemple, celle-ci, celle-là. Le tranchant large, en fait, il permet de travailler sur une grande surface rapidement. Donc quand on a la chance d'avoir une terre qui n'a pas trop de cailloux, qui est assez légère, autant en profiter pour pouvoir travailler le plus de sol possible. Quand on va commencer à avoir un sol qui est un peu plus dur, on va aller vers des formes plus étroites. Alors ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire que la largeur du tranchant va définir à quel point on va concentrer l'énergie de notre frappe. Si on a un sol qui est dur, notre intérêt, c'est vraiment de concentrer un maximum d'énergie sur le tranchant. Parce que si on vient avec un tranchant qui est large, toute l'énergie, elle va être diffusée sur cette largeur-là. Donc si vous avez un sol léger, c'est-à-dire qu'un sol, quand je parle de sol léger, c'est les terres franches. Vous voyez, c'est avec autant d'argile que de sable que de limon, ou alors les terres qui sont très sableuses, limoneuses, etc. Donc à chaque fois, c'est pas plus de 50% d'argile. Ensuite, il y a la question des cailloux. Si on a des cailloux dans le sol, notre intérêt, c'est soit d'avoir, encore une fois, une houe qui a un tranchant encore plus étroit. Ça, c'est la Toscana étroite. Et elle a un tranchant qui fait quelques centimètres. Donc là, on est capable de travailler des terres qui sont très dures, mais aussi caillouteuses.
Si vous avez des terres qui ne sont pas non plus trop argileuses, mais dans lesquelles il y a des pierres, ce qui est très intéressant, c'est la forme triangulaire. En fait, la forme triangulaire, elle est vraiment faite pour passer à travers les cailloux, entre les cailloux plutôt. C'est une houe qui va pénétrer, et même si elle a un risque de rencontrer des pierres, elle va aller plus profondément et elle va être capable même de passer entre ces pierres. Alors quand je parle de pierres, attention, je parle de choses qui sont quand même plus petites que le poing. Enfin d'ailleurs, je vais plutôt parler de cailloux. Donc les deux seuls graveleux caillouteux, les houes triangulaires sont très bien. Et puis bien sûr, parmi nous, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de chance et qui ont des sols terribles, avec plein d'argile et plein de cailloux, même des grosses pierres. Et à ce moment-là, on n'a pas trop le choix. Le premier travail, il va falloir le faire avec une houe à deux dents, ou alors avec une houe pioche. La houe à deux dents, son gros intérêt, c'est que déjà, elle pénètre bien parce qu'elle n'a pas un large tranchant, elle n'a pas de tranchant du tout. Elle a juste deux pointes qui pénètrent le sol. Donc elle va être capable d'aérer les sols qui sont les plus lourds. Elle va aussi être capable de venir retirer des pierres, de venir décaisser. Donc à ce moment-là, cet outil-là, il faut travailler quand on a un sol qui est pas sec. D'accord. Si vous travaillez sur un sol sec, ça ne va pas pénétrer, ça ne va pas fonctionner. Il faut que vous ayez un sol qui est ressuyé, même s'il est un peu plus humide que ça va quand même très bien fonctionner. La houe de cantonnier, l'intérêt, c'est que si on a un sol qui fait une croûte sèche, qui est dure à pénétrer, eh ben on va pouvoir venir défoncer. Donc pour moi, c'est le choix à faire si à certains moments on n'a pas le choix de travailler au bon moment. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer en force, j'ai envie de dire, pour installer une culture, parce qu'on a un printemps sec, par exemple, et que on est obligé de venir travailler le sol alors qu'il est sec. Dans ce cas-là, on va venir casser la croûte avec le pic, et ensuite on va venir travailler avec le tranchant sur la surface du sol. L'idée, c'est que plus vous avez un sol avec des pierres, moins vous avez envie de creuser dedans et de labourer dedans, on est d'accord. Donc le but du jeu, et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant avec cette houe-là, c'est que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'angle de la houe est vraiment fermé par rapport aux manches. Et ça permet justement de venir travailler en surface. Donc le but du jeu, ça va être de travailler en surface, d'apporter beaucoup de matière organique et de ne pas forcément aller remuer tout le sol. Déjà parce que ça va vous épuiser, mais aussi parce que le but du jeu, c'est de créer du sol. Donc si vous avez de l'argile, vous pouvez faire de la création de sol en apportant de la matière organique. Donc je ne vais pas aller trop dans des sujets sur lesquels je ne me sens pas légitime, mais on se rend compte en tout cas que quand on apporte du paillage, quand on apporte du compost, quand on apporte un amendement, il y a le complexe argilo-humique qui se forme grâce au ver de terre et qui permet de faire un sol par-dessus celui d'origine. C'est ce qui se passe d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a des pas japonais par exemple, quand on a des pierres qui sont posées au sol, très naturellement au bout de quelques années, ils se mettent à être enfouis sous la terre parce que les végétaux poussent, meurent, ils sont tondus, la tonte parfois ou la fauche n'est pas ramassée, et cette matière organique, elle va élever la surface du sol. A l'inverse, quand on laboure tout le temps et qu'on n'amende pas assez le sol, quand on compte que sur les engrais chimiques, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de pierres parce qu'on va perdre le sol. Il va s'éroder, il va partir avec les pluies. Donc voilà, c'est pas le labour qui remonte les pierres, c'est juste qu'on perd du sol. Petite parenthèse, c'est très compliqué de faire un hectare retourné à la houe. Donc souvent, vu qu'on travaille des petites surfaces, qu'on fait de l'intensif, on n'a pas vraiment de problème d'érosion. Donc ça, c'est un point aussi important. Donc pour résumer, quand on a un sol sans cailloux, on prend un tranchant large. Quand on a un sol qui commence à avoir des petits cailloux, etc., ou un peu plus dur, on va réduire la largeur du tranchant, on va aller plutôt sur des houes qui sont polyvalentes. Et plus on va aller vers un sol difficile, plus on va aller chercher des houes étroites, voire même des houes qui ont un pic ou dedans. Et bien sûr aussi pour les sols qui sont graveleux, qui ont des petits cailloux, j'ai envie de dire, donc plus petits que le poing, les houes triangulaires, c'est presque essentiel. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de modèles qui sont finalement assez proches? C'est-à-dire que ces deux houes, par exemple, bon, il y a quelques centimètres de plus,
mais quelques centimètres de plus par rapport à la largeur du tranchant, je veux dire. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'en avoir deux? Alors, c'est pas par collectionnite, même si j'adore être entouré d'outils. En fait, il y a des variations qui vont changer la technique avec laquelle on va pouvoir travailler. Typiquement, ça c'est une houe qui est une houe Toscana. Elle a un angle d'attaque qui est un tout petit peu différent de la Sicilia. Déjà, elle va avoir une lame qui est plate, alors que la Sicilia, elle va avoir une lame qui est bombée. Et en fait, quand on va les mettre sur manche, là je ne sais pas si on voit bien la différence, mais l'œil de la Sicilia, qui est dans ma main ici, elle a, on va dire, 5 ou 10 degrés de plus au niveau de la fermeture du manche. Donc on va vraiment faire une différence sur les angles de fermeture des houes. Pour moi, dans ce qu'on a dans la boutique, on en a trois. On a les houes qui ont un angle ouvert. Donc quand je dis un angle ouvert, ce n'est pas un angle perpendiculaire, mais presque, peut-être 10-15 degrés vers le manche. Ensuite, on va avoir les houes avec un angle légèrement fermé. Et quand je dis légèrement fermé, c'est vraiment 5-10% de plus que les autres. Je vais aussi les appeler les houes avec un angle polyvalent. Vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, on va avoir les houes avec un angle très fermé. Donc, typiquement, celle-ci, quand elle a le manche, elle a un angle qui n'est pas à 45 degrés, mais qui est quand même très fermé. Donc, en fait, cet angle d'ouverture de la lame, il va déterminer si on va travailler en surface, si on va creuser, si on va aller en profondeur. Je vous parlais tout à l'heure de Samuel et Garrett Lewis qui ont vraiment parlé de la houe et qui, eux, ont une technique de travail qui est à l'africaine. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir taper le sol, on va créer des mottes, on va casser la surface, on va houer. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est une houe avec un angle ouvert, comme ça. Ce qui se passe, c'est que quand la houe va rentrer dans le sol, elle va éjecter la motte. Elle va venir taper et quand on va tirer, elle va éjecter la motte, elle va arracher la motte du chevelu herbeux. Donc contrairement à celles qui ont un angle ouvert, on va parler maintenant de celles qui ont un angle beaucoup plus fermé. Donc par exemple, la Saint-Georges, elle a un angle qui est vraiment très fermé, comme la Rodo, que je vous montrais tout à l'heure. Donc ces deux houes-là, quand elles vont venir taper le sol, elles ne vont pas éjecter une motte, elles vont la cueillir. C'est-à-dire que vous allez taper, et à ce moment-là, la proposition que vous avez de la part de votre houe quand vous allez tirer votre manche, c'est de prendre la motte, la déplacer, la retourner, bref, en faire quelque chose. Donc à ce moment-là, ces houes, elles ont une capacité à creuser, une capacité à racler, à sarcler. J'ai un ami qui a même utilisé cette houe dans le fait de s'occuper d'un puits, pour curer un puits. Potentiellement, c'est des houes qui peuvent aussi être utilisées avec des manches très courts. Notamment quand il y a besoin de curer un lavoir, travailler dans des zones qui sont un peu étroites. Donc ces houes-là, elles ne vont pas être capables de travailler à l'africaine. Elles vont avoir leur propre technique. Moi, j'aime beaucoup les utiliser, alors la Rodo particulièrement, sur l'entretien des cultures quand on va sarcler. C'est-à-dire que c'est vraiment une houe, quand on va la tenir, son angle ne sera pas parallèle au sol, mais il va juste être un tout petit peu pénétrant. Et à ce moment-là, on la tire et elle est capable de sarcler des grandes surfaces vraiment très rapidement. Donc moi qui suis envahi de chiens-dents, je trouve ça intéressant parce qu'une fois qu'il repousse après mon premier travail, ben je vais venir le sarcler, je vais venir le scalper. Et c'est vraiment la seule manière dont on peut se débarrasser du chien-dent sans avoir à enlever tous les rhizomes. Finalement, le chien-dent, ce qui se passe, c'est que si vous faites un désherbage thermique, si vous le cramez au lance-flamme, il va repousser. Si vous passez un motoculteur dessus, vous allez le hacher, il va repousser. Ce qui se passe, c'est un peu comme le bambou, il faut le laisser pousser, il faut le laisser perdre de l'énergie à faire une nouvelle tige, de nouvelles feuilles, et avant qu'il soit capable de faire une photosynthèse qui va lui permettre de stocker des sucres dans ses rhizomes, il faut venir le sarcler. Ça, c'est un travail de longue haleine parce que si on le laisse pousser trop haut, et ben à ce moment-là, il s'est remboursé et il va continuer à pousser.
Donc ce qu'il faut, c'est se faire un petit rituel et se dire, voilà, je prends ma houe, je viens sarcler et, et le chien-dent va venir s'épuiser. Et ce qui est vraiment super, c'est que ça correspond à énormément de matière organique. Quand on voit tous les rhizomes de chien-dent, quand on a gagné cette bataille, ça nourrit vraiment le sol. Donc perdez pas espoir, moi c'est vraiment la houe qui m'a permis de me débarrasser du chien-dent parce qu'avant, quand je mettais du paillage, j'étais vraiment envahi, enfin, tout mon paillage était plein de chiens-dents, mes pommes de terre étaient traversées par le chien-dent. Et finalement, le fait de faire un labour à la houe, ou le fait de houer, va permettre déjà de le calmer, et ensuite, si on le sarcle, vraiment de s'en débarrasser au bout d'un an ou deux. Alors, un petit point intéressant avec cette houe aussi, c'est qu'elle est très longue par rapport à la rhodo. Vous voyez, la rhodo, elle est plus courte. Donc, c'est vraiment une houe qui va être capable de venir travailler sur de la profondeur aussi. Mais pour travailler en profondeur, pour qu'elle puisse creuser, nous, ce qu'on recommande, c'est un manche qui est cintré. Si on met un manche droit dessus, si on met un manche d'1,40 m comme on le propose sur les autres houes, parce que ça permet de travailler avec le dos droit, c'est beaucoup plus confortable, et le manche droit, il ne va pas permettre d'avoir le bon angle d'attaque. Il ne va rien se passer en fait. On va taper, ça va faire boum, ça va rebondir. Si on met un manche qui est cintré, légèrement, et qui fait à peu près 90 cm de long, on a un angle d'attaque qui est parfait, ça rentre comme dans du beurre, et ça permet vraiment de travailler rapidement. Un manche de 90 cm, ça peut paraître très court, mais avec cette houe-là, on travaille vraiment près des pieds. Ça peut paraître dangereux, mais en fait, on prend très vite le coup, c'est-à-dire qu'on va par exemple avoir son pied gauche en avant, et on va venir taper à droite du pied gauche, et notre pied droit va être en arrière. Et à ce moment-là, on est vraiment aligné avec notre centre de gravité, et on est peu baissé, quoi. Ce qui finalement va fatiguer particulièrement avec ces houes, ça va être le fait qu'on va déplacer de la terre. Et à ce moment-là, il faut se retrouver faire très attention de garder la houe dans son centre de gravité. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de parler des houes avec un angle légèrement fermé. Finalement, c'est un entre-deux. Elles vont être capables de travailler à l'africaine et elles vont être capables de travailler aussi comme les houes qui ont un angle plus fermé. Et en fait, vous allez pouvoir lui donner un angle, une légère variation selon la manière dont vous tenez le manche. C'est-à-dire que c'est des houes qui vont être capables de scalper, et c'est aussi des houes qui vont être capables de creuser. Alors elles, leur comportement quand elles arrivent dans le sol, elles arrivent plutôt comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'elles ne vont pas éjecter la motte, elles ne vont pas l'accueillir, mais elles vont vous proposer deux solutions. Soit on va baisser le manche, on va tirer vers soi, la motte va être expulsée. Soit on va lever le manche et on va pouvoir récupérer la motte, l'accueillir. Soit si on tire quasiment droit, ce qui va se passer, c'est que la motte va être basculée. Donc, elles offrent des petites variations intéressantes. Je montrerai peut-être dans d'autres vidéos, mais vraiment avec les houes à angle ouvert, vous pouvez scalper aussi, mais c'est pas confortable. On a l'impression d'être comme ça, quoi. C'est pas naturel. Avec ces houes-là, on peut travailler notamment dans une technique que j'aime bien, c'est le fait d'ouvrir une tranchée sur la largeur de la zone qu'on veut travailler. C'est-à-dire qu'on va retirer la terre, on va soit la mettre dans une boîte, soit on la fait basculer sur le côté. Et une fois qu'on a ouvert cette tranchée, on vient taper dans la terre qui est derrière la tranchée et la houe va basculer la motte dans la tranchée. Donc à ce moment-là, on ne se retrouve pas avec une motte qui a été expulsée et où l'herbe se retrouve sur le dessus. On se retrouve avec une motte qui est renversée et sur laquelle on peut hacher s'il reste un peu de végétation. Et on peut aussi éventuellement rajouter de la terre. Donc ça, c'est une technique qui est un peu plus lente, qui est plus lente que la technique à l'africaine, mais dont l'intérêt, c'est qu'on a moins de passages. On peut mettre en route une culture plus rapidement. Avec une technique à l'africaine, il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps pour que la végétation commence à se décomposer, à se dégrader. Ça nécessite aussi que la météo nous aide, parce que quand c'est vraiment sec, il ne se passe pas grand-chose. Les mottes vont devenir de plus en plus dures et difficiles à casser. Et surtout, la végétation ne va pas forcément se décomposer. Alors, il existe des angles encore plus fermés, mais là, pour le coup, c'est vraiment que pour le sarclage. Donc, je ne vais pas en parler parce que le but du jeu, c'est de rester sur des outils qui sont vraiment polyvalents.
Donc pour résumer, les houes qui ont un angle ouvert, elles sont vraiment géniales pour tout ce qui est casser le sol, casser les mottes, hacher. Alors quand je dis hacher, je fais référence à une technique de Bernard Bertrand. Bernard Bertrand, il avait fait une vidéo avec Damien Decazes où il expliquait que finalement, il travaillait plus le sol, mais il ne comptait pas non plus sur le paillage. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, il avait un engrais vert éternel, c'est-à-dire qu'il hachait les adventices. Les adventices lui amenaient de la matière organique. Donc en fait, son jardin, c'était un jardin enherbé, et à chaque fois, il venait avec sa houe, donc qui a un angle assez ouvert, et qui va venir juste à la base des tiges pour venir hacher cette végétation-là. Elle va se décomposer en surface, et ça va permettre d'apporter de la matière organique. Alors il y a quelques inconvénients à cette méthode, c'est que par exemple le semi-direct c'est un peu compliqué. Mais c'est intéressant de se dire que sur des petites surfaces, ça fonctionne très bien et ça offre une alternative au travail du sol pour les personnes qui n'aiment pas ça du tout. Je trouve que ces houes elles sont aussi très bien pour venir casser le sol, casser la croûte. Par exemple quand on a des terres qui sont très limoneuses, qui ont des croûtes de battance, vu leur angle, elles vont vraiment venir défoncer cette croûte rapidement. Alors, une petite chose que je partage avec vous et que j'ai appris ces dernières années, je ne comprenais pas vraiment pourquoi est-ce qu'on disait un binage vaut 2-3 arrosages. Et ça, en fait, je l'ai compris grâce à un Américain sur YouTube. Avant son explication, moi je pensais que le binage, il fallait le faire avant la pluie. Parce que ça casse la croûte et que ça permet à l'eau de vraiment mieux rentrer dans le sol. Et en fait, lui, ce qu'il expliquait, c'est que le plus important, c'était de faire le binage après la pluie. Ce qui se passe après une forte pluie, c'est qu'on va avoir une croûte de battance qui est dure, et cette croûte-là, elle est reliée au chemin qu'ont pris les gouttes d'eau pour rentrer dans le sol. Et il faut imaginer que c'est comme plein de petits tuyaux qui relient la profondeur avec la surface. Et à ce moment-là, si on laisse cette croûte, ce qui se passe, c'est qu'elle va venir pomper l'humidité du sol pour la laisser s'échapper dans l'air. Et le fait de casser cette croûte-là, de la biner, et finalement, c'est comme si on cassait ces tuyaux, et ça permettait de couper le transfert d'humidité entre le sol et le ciel. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que finalement, c'est comme si on mulchait avec la surface de la terre. Ça fait une couverture, et on se rend compte finalement que même si on n'a pas de pluie pendant 10 ou 15 jours, même sur je parle de terre légère comme la mienne, à ce moment-là, si on se met à creuser, au bout de 10 cm, la terre est mouillée, quoi. Donc elle a encore cette couleur humide, quoi. Je pense que dans une prochaine vidéo, ce qui sera intéressant, c'est justement de faire un petit carré et de le diviser en deux parties, le laisser à nu, de faire une partie qui est où on laisse la croûte de battance et une autre où on va venir biner et ensuite venir 5 jours, 10 jours après, 15 jours et de voir à quelle profondeur on arrive encore à avoir de l'humidité d'un côté ou de l'autre. Donc je vais vous présenter quelques cas particuliers, par exemple la bigarre. Donc, la bigarre, elle n'a pas la polyvalence dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'elle n'est pas capable de sarcler, elle n'est pas capable de biner, etc. Simplement parce qu'elle n'a pas de tranchant. Donc elle, ce qu'elle est capable de faire, c'est surtout de venir aérer le sol. Et surtout nous faire profiter de l'énergie cinétique. C'est-à-dire que là où une grelinette et une fourche-bêche ne va pas venir travailler, elle va être capable de le faire. Alors ça, c'est aussi très bien pour la récolte, notamment la récolte des légumes racines. Pour les pommes de terre, etc., c'est vraiment fabuleux. Donc en fait, il faut imaginer qu'on a notre billon avec des pommes de terre. Alors bien sûr, on ne va pas venir taper sur le haut du billon, sinon on risque de planter pas mal de pommes de terre. On vient taper juste à côté du billon, et à ce moment-là, on va venir tirer la houe, et elle va vraiment ouvrir le sol et faire sortir les pommes de terre. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Autre cas particulier, les houes triangulaires, je trouve qu'elles sont encore plus polyvalentes que les autres. Donc ça, c'est la piémonte. Ce qui est intéressant, c'est que la houe triangulaire, elle est capable d'avoir plusieurs angles d'attaque. C'est-à-dire qu'on peut venir défoncer le sol avec la pointe, et on peut venir travailler aussi avec les grands côtés. Elle permet aussi de travailler de manière où on ne va pas taper forcément devant soi, c'est-à-dire qu'on va être décalé au travail. C'est-à-dire que la houe va pouvoir venir taper de biais sur le côté pour éviter justement de marcher sur ce qu'on travaille. Donc ça, c'est ce que permettent les houes triangulaires.
La Sainte-Antioche, elle est plus étroite que la Piémonte. Et pour moi, il faut la choisir si vraiment vous avez des terres dures, très difficiles. Je crois que c'est l'outil qu'on vend le plus aux vigneronnes, aux vignerons, aux personnes qui ont des truffiers, des chênes truffiers. Ce qui permet de faire des sillons autour des racines de chêne et ensuite de les ensemencer. Donc ça, c'est assez intéressant. Puisque c'est une houe qui a une pointe qui est beaucoup plus étroite que la Piémonte, elle est capable de mieux passer à travers de mieux se faufiler à travers les pierres. Et quand je vous parle de ça, je parle d'une houe qui est utilisée sur le Quercy. Hein. Donc vraiment une terre très argileuse et avec beaucoup de cailloux calcaires. Alors sur certaines houes, on va aussi avoir un marteau à l'arrière. Donc c'est le cas des Toscana par exemple, les Toscana et la Bigard. Il y a la Saint-Georges aussi qui a la même chose. Ce marteau-là, il est très utile. Alors c'est pas pour enfoncer des piquets, hein. C'est pour casser les mottes. Donc moi j'aime beaucoup les marteaux qui sont étroits comme ça parce que ça permet vraiment de pulvériser. Hein. Donc en fait ça concentre encore une fois l'énergie de la frappe. Et bon, ceux qui sont un petit peu plus larges comme ça, ils marchent très bien aussi pour casser les mottes. Et ils peuvent aussi dépanner en effet quand il s'agit de, par exemple, retaper un manche dans un outil qui commence à se défaire, s'il faut taper un clou sur un tuteur, sur un piquet, pardon, s'il faut enfoncer un petit tuteur, ou des petites choses qui permettent de, par exemple, tendre un cordeau. Voilà, c'est quand même assez pratique. On va parler aussi de la manière dont les houes sont fabriquées. Vous avez vu, elles ont des têtes un peu différentes. Par exemple, ici, on en a une qui a de sacrés reliefs, alors que celle-là, elle n'en a pas. C'est parce qu'il y a différentes manières de les produire. Ces houes-là, elles sont produites en Italie et elles sont produites par forge, par matrissage. C'est-à-dire que vous allez avoir d'énormes marteaux qui vont venir forcer la houe à prendre forme dans des matrices. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec un outil qui est forgé d'une seule pièce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soudure entre la lame et l'œil, ce qui rend l'outil incassable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se retrouve avec des outils qui sont très très robustes. En revanche, là, on va avoir un outil qui est forgé sans matrissage, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de moule, hein. Il est étiré en forge libre. Donc là aussi, on a un outil qui n'a pas de soudure. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un marteau-pilon qui va venir faire des frappes pour étirer l'acier. Et à ce moment-là, finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que la forme dépend seulement de l'expérience de l'ouvrier. Donc finalement, chaque pièce est unique. Alors j'en parlais dans d'autres vidéos, mais l'avantage d'une houe forgée par le marteau-pilon, c'est d'avoir des stries, donc une irrégularité. C'est-à-dire qu'on va avoir des creux, on va avoir des sommets, et ça change le comportement de la terre sur ces houes. Donc ces irrégularités, finalement, elles permettent à la terre de beaucoup moins coller sur l'outil. Ça permet aussi, je trouve, d'améliorer la pénétration de l'outil. C'est un peu comme avec la hache. Je vous avais parlé une fois de ces haches qui sont bombées. Quand les haches sont bombées, quand elles vont rentrer dans le bois, la zone qui est en friction, ça va être la partie bombée de la hache. Et bien là, finalement, la zone qui va être en friction avec la terre, ça ne va pas être la totalité de la lame, ça va être majoritairement les sommets. Même si les creux aussi vont avoir une friction, mais elle sera moins importante. Donc d'expérience, c'est des outils qui rentrent mieux dans les terres un peu plus argileuses, à largeur égale des outils qui sont forgés par matrissage. Et donc des outils aussi avec lesquels on peut plus facilement travailler des sols qui sont déjà un peu humides. Il y a une troisième méthode de production où là on va avoir des houes qui ont un œil qui est soudé. Alors c'est quasiment toutes les houes portugaises qui sont comme ça. Je pense que c'est à force de rechercher aussi des méthodes plus économiques. Alors les Portugais ils sont quand même très sérieux avec les houes, hein. C'est un peu la nation de la houe. Ils ont une diversité incroyable. Et au départ, c'est vrai que j'étais très réticent à leur acheter des houes. Et en les essayant, je me suis rendu compte que déjà, les soudures étaient garanties et que c'était du très très bon matériel. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a une lame qui est forgée et qui est soudée à un œil. Donc on le voit bien sur ces modèles-là. Voilà, on a une houe qui est forgée et qui a une soudure au niveau de l'œil. Alors on ne le voit pas très très bien. On le voit ici, juste à la naissance de la lame par rapport à l'œil.
Donc c'est une méthode de production qui est beaucoup plus rapide, qui permet d'avoir des outils bon marché et aussi avec une très grande diversité de formes. Donc justement, j'aimerais juste qu'on termine peut-être sur l'affûtage. Quand quelqu'un m'a... Quand, quand j'ai parlé un jour d'affûter une houe à quelqu'un du coin, il m'a dit mais c'est complètement con puisque tu vas l'user tout de suite avec les cailloux et la terre. Encore une fois, on doit bien faire la différence entre aiguiser et affûter. La différence, c'est que l'affûtage, c'est ce qui permet d'affiner la lame. L'aiguisage, c'est ce qui permet de rendre le fil tranchant, coupant. Donc c'est important de faire cette différence parce que le but du jeu, c'est pas du tout d'avoir un outil qui va couper les poils, qu'on va aiguiser pour être rasoir. Le but du jeu, c'est que le métal soit usiné de manière à ce qu'il puisse rentrer proprement dans la terre. Donc ce qui est important, c'est pas forcément de se dire je vais venir travailler là les premiers millimètres, c'est vraiment de se dire qu'on veut reproduire ce qu'on retrouve parfois sur les bêches qui sont bien rodées, c'est-à-dire des bêches qui ont été usées par le temps et où on voit que la lame finalement est progressivement de plus en plus épaisse, c'est-à-dire très fine au début et de plus en plus épaisse ensuite. Et bien en fait ça on peut juste l'accélérer simplement en enlevant de la matière. Donc nous c'est ce qu'on propose en option, c'est-à-dire qu'on fait des affûtages plus ou moins fins. Vous pouvez choisir un affûtage fin si vous avez un sol qui est quasiment sans cailloux. Dans ce cas-là vous allez avoir un outil qui pénètre très très bien, qui va couper pendant longtemps. Et si vous avez un sol avec beaucoup de pierres ou de cailloux, voire même sinon même des pierres qui sont très dures, je vous conseille de garder un affûtage qui est grossier, parce que le but du jeu c'est de garder une houe qui garde sa forme et qui ne se déforme pas parce qu'elle tape sur des objets durs. Je viens de dire d'ailleurs que la houe elle est coupée très longtemps. Il faut bien se rendre compte que puisque c'est un outil qui est lancé, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur l'initiation à la hache, mais on a montré qu'en fait, une hache sur laquelle on frottait une tuile sur le tranchant pour enlever l'aiguisage, c'est-à-dire qu'on pouvait se la passer sur la peau, elle ne coupait pas la peau, et ben on a démontré qu'elle était capable de rentrer dans le bois, de couper le bois. Parce que l'outil lancé, finalement, il se fout un petit peu de l'état de son fil tranchant. Quand on vient travailler la terre, c'est la même chose. Le but du jeu, c'est de réfléchir à comment est-ce que l'outil va pénétrer le sol et comment est-ce que le sol va rentrer en friction avec cet outil. Si la friction, elle est d'un seul coup très grosse, et ben en fait, vous allez avoir un outil qui va peu pénétrer. Alors que si la friction, elle est progressive parce que vous avez un outil qui est affiné ici et qui est de plus en plus épais, et ben vous allez avoir une meilleure performance. Une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la différence aussi au niveau de l'œil. On va avoir des houes qui ont un œil rond et d'autres qui vont avoir un œil ovale. Alors l'œil ovale, il est intéressant parce que c'est lui qui va résister aux plus grandes contraintes. Souvent, j'aime bien parce qu'on l'a sur des houes justement qui font du travail très difficile. Donc typiquement la Bigard, la Toscana étroite, la Toscana normale, la Saint-Antioche et aussi sur la houe de cantonnier. L'œil ovale, le gros avantage, c'est qu'il permet d'avoir un manche qui est très résistant parce qu'en fait on va avoir plus de densité de bois dans le sens de la frappe et on ne va pas avoir un œil rond qui fait qu'on va se retrouver avec un manche finalement qui est très lourd. Donc ça permet d'avoir un manche très résistant et beaucoup plus léger que si on avait le même diamètre maximal avec un rond. L'œil rond, il est très intéressant parce que lui, il va permettre plus de robustesse dans le sens facilité de remplacement. La plupart du temps, quand on cherche des manches d'outils dans le commerce, c'est très difficile d'obtenir des manches ovales. La mise en œuvre n'est pas la même. Mais surtout aussi quand on veut remplacer le manche de son outil, avoir un œil rond, c'est le plus facile parce que finalement, il faut choisir une branche qui est droite. Par exemple, si vous avez une haie avec des noisetiers, ça va très bien, vous prenez une branche et vous façonnez un manche dedans. Alors je tiens à dire aussi que les manches qu'on utilise, nous, c'est des manches qui sont coniques, c'est-à-dire qui sont enfilées dans l'œil, où la surépaisseur est de ce côté-là,
Mais vous pouvez très bien imaginer que si vous prenez une branche, vous allez être obligé du coup de prendre la branche et de la planer de manière à enlever de l'épaisseur pour que l'entièreté du manche passe dans l'œil. Ça, c'est très pratique quand on a une fabrique de manches industrielle parce que faire un mancheron conique, c'est vraiment pas très compliqué. Par contre, ce que je vous conseille si vous devez faire des manches de houx, c'est plutôt de choisir des branches que vous allez enfiler par le dessous. Donc la forme de l'œil conique, moi, que j'adore, que ce soit sur les haches, les serpes, les houx, c'est intéressant parce que vous pouvez venir mettre votre branche par le dessous, la fendre sur le dessus et insérer un coin pour qu'elle retienne, pour que le manche se tienne dans l'œil de l'outil en force. Habituellement, je ne conseille pas du tout ça pour les haches parce que ce qui est intéressant avec les haches, c'est de pouvoir changer de manche très facilement. Mais là, avec les houx, honnêtement, c'est très rare de devoir changer de manche dans la journée. Alors qu'avec une hache, par exemple, on peut apprendre un manche qui est long pour faire de l'abattage, et ensuite un manche qui est plus court si on veut faire de la finition, de la sculpture, de l'équarrissage de poutres. Donc ne pas hésiter en tout cas, avec ces houx à œil rond, ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire ses propres manches pour remplacer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et je vous remercie aussi pour votre soutien. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être à peu près 9 à la frontière. C'est pas du tout ce qu'on imaginait il y a 5 ans. Quand on s'est lancé, tout le monde me disait mais qui va s'intéresser à ça en fait? Tu vas vendre quelques houx aux hippies du coin et ce sera terminé. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on est nombreux et nombreuses à s'intéresser à ces outils, aux techniques, au fait que ces outils nous permettent de travailler de nouveau ensemble, de travailler aussi sans avoir peur de l'instabilité du monde. Donc vraiment merci, c'est ce qui nous permet de continuer en fait à chercher de nouvelles formes d'outils, à chercher de nouveaux fabricants, à investir aussi sur place pour fabriquer des manches en France, pour se dire qu'un jour peut-être on pourra forger. Donc voilà, tout votre soutien est très précieux. Merci aussi aux personnes qui m'écrivent pour partager des techniques. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire des méthodes que vous utilisez avec les houx ou des formes que vous aimez bien. Ça permet vraiment de continuer à s'alimenter de ce genre de choses, aussi de s'ouvrir l'esprit parce que parfois, moi je suis un peu monomaniaque, du coup voilà, je pense souvent à tous ces outils-là et parfois avoir un point de vue extérieur de personnes qui ont d'autres expériences, ça me permet vraiment de me nourrir de ça, donc c'est avec grand plaisir.